Les défis de la transition énergétique. Une émission proposée par FedExpert sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 5e émission de débat sur ce chantier du siècle qu'est la rénovation énergétique. Avec notre partenaire FedExpert, nous allons parler de l'outil majeur de la rénovation énergétique, le diagnostic de performance énergétique, plus communément appelé le DPE. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale consacrée à un événement incontournable pour toute la filière du diagnostic immobilier, le congrès RVDI 2026, RVDI rendez-vous Diag-Imo qui a eu lieu le 26 mars dernier, c'était à Vincennes, un moment clé pour les professionnels où se croisent annonces, tendances, mais aussi beaucoup de questions, parce qu'il faut le dire, autour du DPE aujourd'hui, il y a autant d'informations que de doutes. Alors, avec nos invités, tous acteurs de terrain et experts du sujet, on va faire 3 choses très concrètes aujourd'hui dans cette émission. Débriefer ce qui s'est vraiment dit au rendez-vous Diag-Imo, comprendre ce qui est en train de changer et surtout démêler le vrai du faux. Nos invités, c'est un superbe casting pour ce nouveau numéro de cette coproduction Radio Imo FedExpert. Nous avons avec nous Fares Moueb, président de WICERT. Bonjour Fares. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Farah Madassi qui nous fait le plaisir d'être avec nous, experte efficacité énergétique et fondatrice de Diagnova. Bonjour Farah. Bonjour. Ça va bien ? Bien et vous ? En pleine forme, merci beaucoup. Avec nous également Sokna Ousseinou, responsable de programme immobilier et expert en efficacité énergétique des bâtiments, gérant de Réno Ingénierie. J'ai tout bon là jusqu'à maintenant ? Oui, tout bon, ouais, impeccable. Merci beaucoup d'être avec nous Sokna. Et Merci. Nous avons en ligne Denis Potvin. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes diagnostiqueur indépendant chez FedExpert. Merci d'être avec nous par téléphone pour évoquer donc ces défis de la transition énergétique. Épisode numéro 5, c'est parti. Les défis de la transition énergétique, FedExpert. Alors on va commencer avec un tour de table, si vous le voulez bien. Vous étiez présents tous au congrès RVDI, donc congrès Rendez-vous Diag-Imo, je le répète. Ces rendez-vous donc, qui ont lieu le 26 mars dernier à Vincennes, qui organisent chaque année des ateliers professionnels, des tables rondes et des débats sur l'actualité technique, réglementaire et juridique, animés par des experts de la profession et des représentants des organisations professionnelles. Qu'est-ce que vous retenez en priorité, Fares ? Alors pour cette édition, donc c'était une grande première. C'était la première fois qu'un ministre se déplaçait de manière en présentiel. Il y avait le ministre à l'époque Kasbarian qui a fait une allocution un peu courte, mais en vidéo. Et aussi pour cette grande première, au-delà de la présence du ministre, la présence du député Della Baronne et notre ami Henri Buzicazo, donc les deux rapporteurs, soit l'ancien ministre Valérie Létard, qui était en charge justement des rapports, que ce soit pour la formation ou pour la partie métier et structuration pour monsieur Labaronne. Et aussi justement cette première table ronde de ce qu'on appelle interfédération, qui a ouvert justement les RVDI pour qu'on puisse justement voir à peu près comment on pourrait faire sur la représentativité du métier et aussi justement essayer de donner un cap pour la suite par rapport à la filière. Donc voilà, ça c'était un petit peu donc, ce qui était annoncé. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, les uns et les autres, Farah, par exemple ? Pour ma part, c'est que le métier est en pleine transformation. Ouais. Donc, ce que j'ai retenu principalement, c'est que on attend beaucoup plus du diagnostiqueur maintenant. On n'attend plus qu'il soit uniquement un technicien, donc qu'il fasse des relevés, mais on attend surtout qu'il devienne un conseiller en efficacité énergétique, un conseiller en énergie. Donc, voilà. Voilà. Sogna, vous de votre côté ? Moi, ce que je retiens, c'est que, comme l'a si bien dit Fares, c'est-à-dire que pour une fois, on a la présence du ministre, donc ce qui veut dire que c'est l'exécutif. Le ministre du Logement, Vincent Jean. Du Logement, voilà, ouais. Donc c'est l'exécutif, on va dire. Donc, ce qui est très très important à nos yeux, parce que pour nous, ça redonne de la valeur à cette filière. Et mis à part cela, donc il y avait plein d'acteurs qui ont été sur place, qui sont dans la filière, que ça soit sur le plan technique ou sur le plan de la formation, donc ce qui est important. Donc moi, je trouve ça très très bien et ça donne envie de continuer dans cette perspective. Donc c'est positif. Voilà, c'est ça. Denis Potvin, vous y étiez aussi ? Oui. Vous étiez présent. Oui, qu'est-ce que vous avez retenu en priorité de ces rendez-vous de Diag-Imo ? Moi, ce que j'ai retenu, des échanges très constructifs avec différentes organisations. Et tout le monde était présent et une envie, c'est un métier qui est formidable, qui a un bel avenir devant lui, où on demande aux diagnostiqueurs une montée en compétences
Et moi, ce que je constate tous les jours sur le terrain, c'est la pédagogie, expliquer les choses avec des mots simples, compréhensibles par le public, sur les axes prioritaires pour améliorer la performance énergétique des logements, tant pour les propriétaires occupants dans le cadre de certains dossiers ou des acheteurs qui se posent des questions sur leur DPE, sur l'amiante, donc tout ce qui a trait au code de la santé publique, au code du travail pour certains dossiers, et surtout pour les investisseurs, les travaux prioritaires qu'ils ont à réaliser pour être en conformité avec les réglementations qui se mettent en place. Donc, ce que je retiens, c'est, et peut-être un manque dans le métier, la pédagogie, et les gens ont besoin d'être assurés sur site et avec des mots simples, il faut pouvoir leur expliquer la situation. Donc largement du positif. Ce que vous retenez tous les quatre de ces rendez-vous Diagimo, Fares, c'est quand même quelque chose de positif. Il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas de choses qui mettaient un petit peu les gens dans le doute, on va dire, les diagnostiqueurs dans le doute. En fait, c'est vrai que ce métier-là, aujourd'hui, fait un peu polémique, dans le sens où, justement, il y a eu des petits, ce que j'appelle le revers de la médaille. Donc, c'est un métier qui est très porteur, une filière très porteuse, avec beaucoup d'employabilité. Donc, forcément, c'est aussi une belle filière dans le réemploi pour que les personnes puissent justement être en reconversion. Mais c'est vrai que d'un point de vue, que ce soit d'un point de vue technique, comme le disait tout à l'heure les diagnostiqueurs autour de la table, et les personnes aussi qui travaillent dans les bureaux d'études, aujourd'hui, il y a une montée en compétences qui est attendue. Donc c'est pour ça qu'aussi certains doutent, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas forcément à accrocher les wagons, mais après aussi de la part du consommateur. Aujourd'hui, on voit que le DPE, c'est devenu la pierre angulaire aujourd'hui de la valeur vénale d'un bien. Et c'est-à-dire que les consommateurs, eux, veulent avoir justement un DPE qui soit fiable, ouais, et qui soit aussi bien représentatif de leur valeur, et que les techniciens ou le diagnostiqueur ou la personne responsable au bureau d'études qui effectue un DPE de son bien soit aussi compétent que l'exige la réglementation. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Hein. Merci en tout cas pour ces premiers retours sur ces RVDI 2026. Fares, quelles sont aujourd'hui les évolutions réglementaires ? Alors aujourd'hui, c'est les évolutions réglementaires qu'on a vu apparaître à partir du 1er juillet. Donc techniquement, on a la montée en compétences, comme le disaient tout à l'heure les camarades autour de la table, mais on a aussi ce qu'on appelle la fiabilisation. Aujourd'hui, le DPE, justement, il a connu son souffle de critique, mais comme on le disait précédemment dans d'autres émissions, aujourd'hui, l'exécutif a pris les choses en main. Ils ont commencé aussi à rédiger pas mal d'arrêtés, de textes pour pouvoir encadrer justement la profession d'une meilleure manière, et aussi d'apporter un suivi efficace et aussi des contrôles aujourd'hui qui vont être jalonnés justement tout au cours d'un cycle de certification, et des contrôles un peu plus poussés, un peu plus sur place, et aussi des outils statistiques. On est aussi dans l'ère aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Donc maintenant, avec des outils techniques et statistiques, on peut justement pouvoir vérifier la compétence des diagnostiqueurs à travers aussi ces outils numériques. Donc ça, c'était important, hein, j'imagine, ces évolutions réglementaires, elles étaient nécessaires. Exactement, oui, bien sûr. Ils ont fait l'objet aussi d'un projet de loi. Donc, on avait travaillé aussi, FedExpert, avec le député Daniel Labaronne, justement, pour la sécurisation justement d'un annuaire, plus de la vérification et de la fiabilisation de la certification. Et on a été un peu plus loin avec le député Cazenave, à l'époque, qui a fait passer justement cette loi de antifraude justement aux aides liées à l'écologie, à la transition écologique, pour justement avoir un meilleur suivi et un contrôle de cette filière, afin d'éviter justement la fraude aux aides publiques, notamment dans les domaines, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, l'isolation, pompe à chaleur, prime rénov', etc. Tous ces dispositifs aujourd'hui où il y avait vraiment besoin d'un contrôle, et tout en sachant qu'aujourd'hui le DPE est la pierre angulaire aussi de ces dispositifs. Il fallait vraiment pallier à tous ces petits soucis de compréhension et aussi de présence sur le terrain, et il fallait légiférer là-dessus. Quel changement tout cela va apporter au niveau des contrôles ? Alors aujourd'hui, forcément, il y a des personnes qui l'accueillent d'une bonne manière, en disant voilà, ça va m'aider, je vais monter en compétences, ça va me remettre un peu dans les rails. Il y a des personnes qui l'accueillent d'une mauvaise manière, où on se dit je suis fliqué, je vais avoir des problèmes, ça va déclencher indirectement des frais, parce qu'un contrôle aussi fait que forcément il y a une partie financière et pécuniaire. Donc aujourd'hui, c'est un peu mitigé, sauf que, comme je disais un peu lors justement de ces fameux RVDI, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension des fois de la part des uns et des autres, et c'est à nous aussi, que ce soit fédération ou professionnels du métier, à faire la part des choses, à bien diriger justement, que ce soit au sein de nos adhérents ou on va dire des gens qui sont autour du milieu, de pouvoir leur expliquer vraiment les choses, d'éviter toutes ces rumeurs, toutes ces fake news, et de pouvoir justement porter un cadre très précis sur ces évolutions réglementaires.
Les fake news que vous évoquez, on en parlera tout à l'heure parce qu'effectivement c'est un sujet très important et il faut rétablir certaines vérités. Vous, Farah Sogna, vous faites partie des personnes qui sont inquiètes ou qui accueillent cette réglementation de façon positive? Bon, moi, je dirais personnellement, je l'accueille de manière positive, parce que tout simplement, pour moi, dans tout métier, il faut que ça soit régulé. On va dire que les fédérations, les certificateurs sont là pour réguler et c'est très important. Ils sont là pour nous contrôler et ça pour moi, c'est quelque chose de positif dans le sens où ça nous remet sur les rails. C'est important de nous faire des rappels, surtout par rapport à la veille réglementaire, par rapport à la surveillance de nos certifications. Donc je trouve ça très très bien. Voilà, pour moi, à mon sens, c'est très très positif. Une bonne chose pour vous aussi, Farah, j'imagine. Alors, moi, je ne l'ai pas accueilli de la même façon. Dans un premier temps. Je l'ai plutôt accueilli, pas forcément d'une façon positive, dans le sens où j'ai eu aussi pas forcément les bonnes informations. Donc moi, j'ai assisté au RDVI, l'une des dernières réunions avec, je crois, c'est le sous-directeur de la DHUP. Donc les informations qu'il avait données, de ce que je comprends, ne sont pas forcément celles qui sont sur le papier et celles qui sont réelles. Donc a priori, cette nouvelle réglementation aurait des coûts beaucoup plus importants pour ma société au niveau de tout ce qui est contrôle, etc. Puis après en avoir discuté, recherché, lu aussi, il s'avère que non, ça ne va pas forcément me coûter beaucoup plus cher. Parce que c'est le nerf de la guerre, mine de rien, c'est le coût pour un diagnostiqueur. On se doit d'être irréprochable sur nos DPE parce que, comme l'a dit Fares, ça assure une valeur vénale d'un bien. Nous, dans notre secteur, dans ma région, on est jusqu'à 30% de la valeur vénale d'un bien qui peut être surestimé ou sous-estimé. Votre région, c'est le Nord, le Nord-Est. Ouais, Nord-Est, voilà. Donc, ça a un coût. Et je comprends la démarche. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y ait un contrôle un peu plus poussé, parce qu'on se retrouve face à des personnes où j'ai déjà eu le cas, où j'ai été face à des diagnostiqueurs qui étaient parfois dans d'autres pays, qui réalisaient des DPE grâce à des plateformes qui ne se déplaçaient pas chez le client. Et donc, du coup, moi, j'étais pas compétitif en termes de prix. Mais je me déplace, je visite, je prends des notes, je cote, j'ai le logiciel, etc., etc. Donc, ça a un coût pour moi, un peu moindre, parce qu'ils font du volume. Donc, c'est bien qu'on ait gappé des volumes. Après, il y a plusieurs... je pense que ça va devoir prendre du temps. Il va falloir un peu balancer par rapport ce qu'on appelle les use cases, parce que y a des diagnostiqueurs qui travaillent les samedis, les dimanches, qui travaillent tous les jours, donc qui vont, en termes de volume, dépasser le volume qui est gappé par l'ADEME. Donc... Pour résumer, pour ne pas aller trop loin, parce que je pense qu'on va y arriver à un moment ou à un autre. Oui, absolument. Et puis on va demander à Denis aussi ce qu'il en pense, bien sûr. Dans un premier temps, je ne l'ai pas forcément pris d'une manière positive. Dans un second temps, après avoir débriefé, recherché et eu d'autres informations, et on va dire erase les fake news, non, je pense que ça peut être quelque chose de positif dans le sens où on remet plus en valeur notre métier. Donc un diagnostiqueur, il va pas avoir que le poids du fait que c'est un technicien. Comme je disais, vu qu'on recherche à ce qu'on soit plus qu'un technicien, on est en train de nous mettre un peu plus en valeur, et pour ça il faut passer par une meilleure réglementation. En tout cas, c'était important de vous écouter sur ce sujet. C'est important d'avoir votre avis, Farah. Denis, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre retour ? Est-ce que vous pensez que ces évolutions sont applicables dès aujourd'hui sur le terrain ? Absolument, et je reviens sur ce que vient de dire Farah. Sur les plateformes étrangères qui réalisent des missions, aujourd'hui sont concernés par les KPI, les diagnostiqueurs certifiés. Or, sur le terrain, moi, je constate régulièrement, pour un exemple, je travaille essentiellement à la maison individuelle. Oui. Et quand je fais un DPE, celui-ci peut être mal classé pour une vente en E, en F ou en G, et il convient de produire un audit énergétique.
Donc dans mon process, j'envoie mes documents, dont le DPE, avec une synthèse courte rappelant que malheureusement il y a obligation de faire un audit énergétique, et je complète avec un nouveau devis. Mon devis est valorisé. Et je me suis aperçu que certains de mes devis ne revenaient pas, puisque il y a des gens, peut-être mal intentionnés, qui téléchargent mon fichier XML DPE pour produire derrière un audit énergétique sans nouvelle visite, contrairement à l'arrêté du 4 mai 2022. Donc déjà, il y a une propriété intellectuelle que j'estime en ce qui concerne ma prise de cote. Ouais. Et quand je vois un audit ou un DPE qui a été écrasé sur un document que j'ai déjà fait, amélioré artificiellement par un bon entame dynamique absent, amélioré artificiellement par une VMC DF, le grand public ne sait pas ce que ça veut dire. Il s'agit d'une VMC double flux qui a un fort impact sur l'évolution d'une étiquette DPE. Donc, il faut absolument arrêter le téléchargement des fichiers XML par un tiers qui se trouve en France ou à l'étranger pour produire un audit énergétique à distance où personne n'est revenu en lieu et place, et le seul facteur clé de décision du donneur d'ordre étant le prix. Donc, à ça, il y a des outils qui existent, comme l'a dit Fares, c'est la loi Thomas Cazeneuve pour l'application de la géolocalisation et de l'eurodatage au premier trimestre 2026. Or, le premier trimestre 2026 vient de passer, on est dans le deuxième trimestre. Oui. Donc, je m'inquiète sur cet aspect, car le jour où la géolocalisation et l'eurodatage seront réellement mis en place, eh bien, toutes ces choses vont se réguler de manière naturelle. Voilà. Ok, c'est un vrai sujet important hein, que vous soulevez, Denis. Fares, vous êtes d'accord, j'imagine, avec ça. Enfin, je voyais Sarah et Sokna approuver aussi de la tête ce que vous étiez en train de dire. C'est un vrai sujet qu'il va falloir régler. C'est ça, en fait. C'est parce que justement, ça fait déjà partie, comme disait Denis, c'est que ce soit à la fois par l'ancien ministre du Logement, Valérie Létard, qui a sorti les textes, on va dire, un peu avant la passation, puis après avec la loi Cazeneuve qui est venue compenser un peu cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'administration travaille là-dessus. Ça prend peut-être un peu plus de temps parce qu'il faut faire consensus, il faut vérifier les RGPD, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est justement sur des outils numériques. Donc numériser, peut vérifier et checker, c'est bien. Mais après, il faut aussi fiabiliser ces outils-là et il faut empêcher ce qu'on appelle l'open source. Aujourd'hui, on peut avoir l'open source, l'open data sur beaucoup de choses parce que ça informe un peu le consommateur, etc. Par contre, sur ces diagnostics-là, notamment, comme le dit tout à l'heure Denis, ce qu'on appelle un fichier XML, en fait, pour vulgariser un peu le propos, c'est qu'en fait, vous pouvez retrouver aujourd'hui le DPE des diagnostiqueurs sous base, on va dire, de données statistiques, mais on va dire écrasé sous forme d'un fichier, on va dire légèrement crypté, mais qu'un logiciel diagnostiqueur puisse décrypter assez facilement aujourd'hui. Et en fin de compte, les personnes, comme je disais tout à l'heure, vu qu'il n'y a pas ces outils de ce qu'on appelle de preuve de visite, géolocalisation et eurodatage sur site, des petits malins ne se déplacent toujours pas, passent aussi de travail à maille du filet et téléchargent ces fichiers qui sont en open source et continuent à modifier les DPE sans se déplacer, etc. Donc c'est vrai que, justement, quand on parlait des voies d'amélioration, aujourd'hui les textes sont là, les lois ont été votées, doivent s'appliquer, l'administration travaille, mais c'est vrai que, d'un point de vue du terrain, les diagnostiqueurs attendent ça avec impatience, parce que c'est ce qui va sécuriser leur profession, et qui va aussi assainir le milieu. Ceci dit, j'imagine qu'un particulier qui fait appel à un DPE ou même une entreprise qui fait appel à un DPE s'attend quand même à ce que le diagnostiqueur se déplace, non ? Je ne sais pas. Bien sûr, naturellement, ouais. C'est ce qu'il faut faire. Moi, je ne comprends pas qu'un diagnostiqueur puisse faire un diagnostic. Après, ça dépend, hein, parce que moi, de ce que je fais, moi, je suis sur le terrain, donc les DPE que je fais, que ce soit à l'immeuble ou pour les maisons individuelles ou pour les appartements, je ne peux pas comprendre qu'un diagnostiqueur puisse rester 30 minutes ou 15 minutes dans un bien immobilier et finalement, in fine, pouvoir réaliser un diagnostic. Donc, je trouve ça inacceptable. Donc, il faut se déplacer, il faut prendre le temps, d'accord ? Parce que c'est un métier sérieux, il faut prendre le temps de faire ses métiers et puis, bien sûr, avoir les résultats escomptés. Donc, pour moi, sinon, le diagnostic qui a été fait, il n'est pas bon. Il n'est pas fiable. Ouais. Voilà, exactement. Farah, oui. Alors, moi, je ne partage pas tout à fait les mêmes idées, dans le sens où on peut très bien se déplacer en clientèle et pas forcément faire notre DPE, par exemple, sur site. Moi, personnellement, je ne fais aucun de mes DPE sur site. Je fais tout sur plan, je collecte les données, je collecte tout en photo. En règle générale, vous
prenez mon téléphone, mon cloud est énorme, mon abonnement iCloud est énorme aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de data, beaucoup de données sur les clients. Donc, pour moi, un DPE, tout va dépendre de la taille du bien, tout va dépendre de la spécificité du bien. Et c'est pour ça que mettre un timer sur le temps qu'on doit réaliser chez un client, on ne peut pas. Aucun bien ne se... on peut, ça va peut-être se faire, je ne sais pas, mais en tout cas... Oui, c'est fonction du bien aussi, j'imagine. C'est exactement ça, aucun bien ne se ressemble. Si je passe sur un studio, mes prises de cut, j'ai 4 murs, voire 6 murs, mes prises de cut, je ne vais pas avoir une de 38 minutes pour le faire. Si je fais 20 minutes, c'est déjà bien. J'ai peut-être deux fenêtres. En tout cas, sur papier, ça peut aller assez vite. Après, le temps où je récupère les données, que je retravaille, c'est encore autre chose. Donc c'est pour ça, moi, personnellement, je ne fais pas les DPE en clientèle parce que j'ai la problématique du client qui veut savoir sa note. Et puis qui va essayer de pousser pour avoir des informations, qui va me sortir des excuses, qui va être derrière. Ah oui, mais non, mais j'ai ça. Ah bah non, le mur là, il est isolé, vous ne l'avez pas mis isolé. Donc c'est pour ça que j'évite cette problématique. C'est pour ça que sur la partie temps, timer sur site, pour moi, ça se discute. Ensuite, le client n'est pas forcément toujours là. J'ai déjà fait des DPE parce que c'est une agence immobilière, le bien il est libre, c'est une succession. J'ai aucun client sur place, j'ai aucune agence immobilière sur place. Donc, effectivement, là, c'est important de prendre des photos et puis de prouver qu'on était sur place. Initialement, moi, je me suis dit qu'on allait nous géolocaliser, tracer, suivre nos mouvements, regarder où on va, quel client, est-ce que je suis repartie à 30 km de là où j'étais, mais finalement, il n'y avait pas de bouchon. Enfin voilà, au début, c'était ma crainte. Je me suis dit non, mais moi, j'ai pas besoin, j'ai absolument pas envie d'être suivie. On l'est déjà assez avec nos téléphones, pas besoin d'en rajouter une couche. Puis après, en ayant discuté, on me dit oui, mais non, c'est aussi le fait que tu prouves que tu étais en clientèle, chose que je faisais déjà. Ouais. Donc en fait, mes craintes, elles se sont dissipées parce que en vrai, ça changera absolument rien à ma pratique dans le sens où c'est quelque chose que je fais déjà. Je prends des photos quand j'arrive sur site. On est obligé. On peut pas ne pas prendre de photos de la chaudière, de la façade. Enfin, c'est absolument aberrant. Donc quoi qu'il arrive, pour moi, cette mesure, elle va servir. Mais quelqu'un qui fait correctement son travail, j'espère le faire correctement, ça va pas changer grand-chose. Et c'est ce qui m'a rassurée par la suite. Voilà. J'aimerais juste rajouter quelque chose, si vous permettez. Donc, moi, je suis d'accord avec Farah, mais pour moi, le DPE, faire un DPE, que ce soit à l'immeuble, une maison individuelle ou un appartement, c'est tout un processus. Dans le sens où, aujourd'hui, pour moi, il faut une journée de préparation. Aujourd'hui, on a des outils qui marchent très, très bien. Avoir le plan cadastral, pour avoir une vue aérienne du bien. Donc ça nous permet de préparer à l'avance notre DPE. Mais pour moi, c'est une condition sine qua non d'aller sur le site, de pouvoir vérifier toutes ces informations et de pouvoir les confirmer. C'est important. Après, un peu plus tard, c'est-à-dire en aval, on va dire, il y a ce qu'on appelle, il faut se donner un temps de rapport. Mais pour moi, aller sur site, c'est quelque chose d'indispensable dans le sens où ça nous permet de vérifier ou de confirmer ou d'affirmer des informations qu'on a déjà au préalable. Comme quoi, il y a des méthodes qui sont différentes, mais enfin, le but, c'est le résultat final. Hein, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, la méthodologie aujourd'hui, vous avez même s'il y a une norme aujourd'hui qui est en cours avec justement l'AFNOR pour la normalisation du DPE, une norme qui sera sans doute d'application volontaire, qui est en cours aujourd'hui d'écriture. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, vous avez, contrairement aux autres diagnostics où on a l'électricité, le gaz, etc., l'amiante, vous avez ce qu'on appelle des normes et des grilles de contrôle. Aujourd'hui, le DPE, c'est sur un principe de base d'un texte, donc d'un arrêté, qui stipule les éléments à vérifier à entrer dans le logiciel, etc. Donc aujourd'hui, la méthodologie, elle est commune à tout le monde. Sauf qu'après, forcément, avec l'expérience, avec le type de bien, un studio, il ne se fait pas en 3 heures, un immeuble, au contraire, c'est beaucoup plus long. Chacun a sa méthodologie. Il y en a qui ont des outils de relevé numérique, ils vont poser un mètre tout seul, il va se faire de version en 3D, etc. Il y en a un autre qui va le faire à l'ancienne avec son télémètre. Il y en a d'autres qui prennent encore le mètre ruban pour vérifier l'étalonnage de leur télémètre. Il y en a qui le font encore. Mais c'est vrai qu'après,
pour tout ce qui est ces sécurisation, ce que disait Denis tout à l'heure, en fait, la méthodologie, c'est une chose. Mais déjà, la méthodologie, c'est-à-dire que vous y êtes allé. Vous vous êtes déplacé, que vous avez déjà votre client en ligne, etc. Et vous n'avez pas piqué un truc d'Internet d'une base de données en open source et que vous avez trifouillé ça par téléphone et qui, malheureusement, aussi fait de la concurrence déloyale à ces diagnostiqueurs qui vont se déplacer, qui vont prendre le travail, comme il dit, une journée de préparation, aller en amont, vérifier le plan. Ça, c'est un travail aussi qui se monnaie. Et c'est pour ça qu'aussi, la fiabilisation, ça va permettre aussi à une montée, au-delà de la montée en compétences, ça va dire aussi une montée des prix. Donc une meilleure valorisation de leur travail et aussi qui permettra d'assumer ces coûts liés éventuellement à des contrôles, si contrôles supplémentaires il y a, tout en sachant que les solutions numériques aujourd'hui qui ont été mises en place par le ministère et par l'administration, donc la DHUP, sont des outils qui ne coûteront 0 € aux diagnostiqueurs. Donc aussi, ça fait partie un petit peu des rumeurs et des fake news. Je prends un peu le pas dessus, mais ça leur coûtera rien. Oui, voilà. Farah l'a plus ou moins dit déjà tout à l'heure aussi, donc c'est bien, c'est important de le signaler. Alors Denis qui est en ligne avec nous, hein, je rappelle Denis, n'hésitez pas si vous aussi, parce que c'est moins facile parce que vous n'êtes pas sur le plateau avec nous, mais vous êtes là également, donc n'hésitez pas si vous avez envie de prendre la parole. On va enchaîner, si vous le voulez bien, avec, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Une bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a annoncé la tenue des prochaines, des assises du diagnostic immobilier. C'est programmé pour le 21 mai prochain. Alors c'est un signal fort, hein, je crois, pour la profession. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors, en soi, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que pour la première fois, je disais tout à l'heure, hein, c'est un ministre du Logement qui se déplace au rendez-vous du diagnostiqueur. On a aussi un député qui est très actif. Donc après, maintenant, c'est aussi à la filière de s'organiser un petit peu, parce que c'est bien, parce que des fois, tout le monde nous dit oui, mais on nous fait ça, mais on ne nous demande pas notre avis. Aujourd'hui, l'avis est demandé, et plus que souhaité. Donc ça permet justement à toutes les personnes du domaine et qui gravitent autour aussi de la transition énergétique et de toute cette mutation écologique, de pouvoir justement assister à cela. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Après, reste à définir les contours, à dessiner un petit peu la trajectoire. Et forcément, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc cette assise, éventuellement, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est un premier pas. Et on a une deadline qui a été fixée après par le député La Baronne, qui est de grosso modo 1 an, d'essayer de tomber d'accord sur une création un peu comme il le disait le député, donc d'un préordre, d'un espèce d'ordre, d'une espèce de fédération nationale à l'image d'une fédération de football, pour reprendre ses propos, pour justement exercer aussi le pouvoir de sanction. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les sanctions sont très faibles, hein, pour un diagnostiqueur fraudeur, qui est autour de 1 500 € d'amende. Pour exercer sans certification, sans rien, c'est pas très entre guillemets réprimandé par la loi. Donc c'est pour ça que aussi, au-delà justement de pouvoir intervenir sur la méthodologie, la fiabilisation, il faut aussi le volet sanctions qui permettrait justement d'éviter la récidive sur certaines personnes qui tenteraient justement d'usurper les certifications des diagnostiqueurs présents. Mais en soi, voilà, c'est une bonne première étape. Ça a le mérite d'avoir été décidé. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Est-ce que le terrain attendait ça, Denis Potvin, ces assises du diagnostic immobilier ? En ce qui me concerne, je pense que le métier, il rentre dans une phase de maturité. Et il convient dès à présent que l'ensemble des fédérations, qui ont peut-être des points de vue divergents, fassent convergence vers un système de fiabilisation pour la reconnaissance de ce métier et pour créer de nouvelles perspectives à ceux qui voudraient s'y lancer aujourd'hui sur quand même un domaine qui est flou. La montée en compétences, il faut vraiment que les fédérations s'unissent, hein, et parlent d'une même voix, qu'elles fassent preuve de maturité auprès du ministre lors de ces assises. D'après vous, Farah, c'est une opportunité ou une contrainte pour les entrepreneurs comme vous, ou comme Sokna, ou comme tous les quatre d'ailleurs ? Je pense que c'est clairement une opportunité. Ouais. C'est une opportunité qui va nous permettre, enfin en tout cas, si c'est le cas et que les assises puissent réellement prendre en compte la réalité du terrain, c'est-à-dire simplifier pour nous les méthodes, mieux reconnaître notre métier, notre expertise et sécuriser en fait notre métier. Donc une vraie opportunité. Vous êtes d'accord, Sokna, là-dessus ? Oui, je suis d'accord, parfaitement, parce que pour moi, c'est une réelle opportunité, parce que qui dit assise dit voilà, une sorte de table ronde, hein, c'est-à-dire que tous les acteurs sont réunis, et ça permet de faire évoluer les choses. Que ce soit les fédérations, que ce soit les acteurs, nous qui sommes sur le terrain, donc ça permet de dire ce qu'on pense ou ce qu'on vit réellement sur le terrain, et ça peut faire avancer les choses. Je trouve ça... Voilà, pour moi, c'est une très très belle perspective, quoi.
Fares, vous en attendez quoi, vous, concrètement, de ces assises à laquelle vous participerez, j'imagine, vous serez présent? Exactement, donc on sera ravis en tout cas d'être présents. C'est vrai que voilà, nous on représente aussi tous les acteurs au-delà du diagnostic immobilier, donc c'est tout ce qui est aussi en marge avec l'efficacité énergétique du bâtiment, que ce soit bureau d'études, délégataires, pollueurs, etc. au niveau des certificats d'économie d'énergie. Donc c'est vrai, comme le disait Denis tout à l'heure, on doit essayer de parler d'une même voix. Après, forcément, indirectement, on représente pas, c'est un écosystème, il y a plus de déjà 15 000 diagnostiqueurs à peu près. L'efficacité énergétique, ça représente le double au niveau des acteurs, pour pas dire le triple. Et il y a des fois des majorités, ce qu'on appelle des majorités silencieuses. Donc c'est des personnes qui sont pas forcément actives sur les réseaux ou autres. Ils sont adhérents, j'appelle ça passif, mais c'est pas pour autant qu'ils attendent pas quelque chose. Donc c'est vrai qu'on ne représente pas forcément les mêmes intérêts dans le sens où on est censé agir pour l'intérêt commun, mais il y a une diversité, il y a des solopreneurs, ce que j'appelle ça, il y a des indépendants, il y a des franchisés, il y a des grands groupes. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de faire justement la part des choses, il faut que personne ne soit lésé, mais que ça contente un peu tout le monde. C'est une grande réunion de famille, entre guillemets, donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'il n'y ait pas de déçus pour les cadeaux, comme on dit, mais que tout le monde en ressort justement content. Après, voilà, je le rappelle, c'est qu'une première étape, mais elle est nécessaire justement pour jalonner un petit peu, on va dire, la suite du parcours et justement essayer d'avoir un petit peu plus de visibilité sur la suite et puis essayer de faire consensus. Voilà, Denis le disait tout à l'heure, c'est une vérité, on n'est pas d'accord sur tout, on est d'accord sur un bon 50%. On le voit, dans cette émission, tout le monde n'est pas d'accord sur tout, donc c'est bien. On n'est pas d'accord sur tout, on est d'accord sur un bon 50%, si j'ose dire. Mais déjà, essayons de fixer ces 50%-là, graver quelque chose, comme je dis, dans le marbre, et puis après voir comment ça peut évoluer. Mais c'est vrai qu'on a besoin de cette représentativité, de ce pouvoir, de cet organe un peu de sanction qui va un peu prendre la main. Maintenant, de là, en décider que ce soit quelque chose d'ordinal, quelque chose de préordre ou de, on va dire, la composition juridique, quelle qu'en soit, avec la diversité du métier, c'est un peu trop prématuré pour moi. Voilà, il y a les ordres de médecins, d'avocats, etc., autres, qui sont construits en 15, 20 ou 30 ans. Oui. Donc on peut être aujourd'hui au premier step, mais c'est vrai que voilà, la route est longue. On veut rassembler justement, on appelle toutes les forces vives à venir justement participer à ces assises, à collaborer, à envoyer leurs idées. Mais voilà, il faut savoir que c'est juste une première étape aujourd'hui qui est nécessaire, mais qu'il va falloir aussi après justement essayer de pérenniser l'action et de continuer à s'engager. Vous avez raison de comparer avec les avocats et les médecins. C'est vrai que ce sont des professions qui ont mis du temps à se mettre en place. Et on oublie souvent que le métier de diagnostiqueur, il n'est pas si vieux que ça, finalement. Exactement. Donc, c'est un métier à la base qui était un peu plus ancien, on va dire, en termes d'années, mais qui s'est mis en place au terme de ce qu'on appelle la certification. La première certification DPE, donc c'était 2006-2007. Donc, quand vous voyez qu'il n'y a même pas une vingtaine d'années, avec toutes les évolutions réglementaires qui ont eu lieu, les évolutions réglementaires au niveau aussi européen, parce qu'il y a l'uniformisation européenne qui doit se mettre en place, qui s'est mise en place petit à petit. Donc, on est parti d'un problème, on va dire, franco-français, et puis on doit aussi uniformiser avec l'Europe. Donc, il faut que, quand on doit mettre tous ces violons en accord, à un moment donné, c'est vrai que voilà, ça demande du travail. Donc, c'est pour ça que c'est pas impossible, mais il ne faut pas avoir peur de défendre sa filière, de pouvoir justement travailler là-dessus et aller au charbon, comme on dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, on a les annonces, on a les perspectives, mais on a aussi, et vous en avez parlé tout à l'heure, les rumeurs, beaucoup de rumeurs, beaucoup de fake news, comme on dit. Alors, ça concerne bien sûr toutes les professions, mais notamment celle de diagnostiqueur. On va les passer au crible, si vous le voulez bien. On entend dire que, alors j'ai envie d'avoir votre avis, Fares, celui de Denis également, sur le fait que le DPE va être complètement refondu. Vrai, alors, pas vrai Aujourd'hui, c'est un peu, j'appelle ça, c'est du vrai faux. Aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir une uniformisation, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue européen, avec éventuellement des projets de changement d'étiquette, etc. Il y a eu quelques coefficients qui ont été ce qu'on appelle rabotés. Le coefficient électricité qui a été un peu, on va dire, raboté pour être un peu plus conforme à la réglementation européenne, aux alentours des autres pays qui étaient dans ces zones-là au niveau du coefficient. Par contre, maintenant, complètement refondu, non, parce qu'on a, on va dire, une base de travail aujourd'hui qui est ce qu'on appelle la méthode de calcul 3CL, mais effectivement, il y aura des améliorations qui vont être apportées. Justement, c'est toujours ce travail de fiabilisation. C'est pour ça que beaucoup de diagnostiqueurs doivent savoir aussi que l'administration travaille d'arrache-pied et fait le nécessaire avec justement les fédérations et les centres de certification de diagnostiqueurs et les organismes de formation afin de pouvoir justement continuer ce travail de fiabilisation. Denis, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, depuis que je connais le DPE 2006 et maintenant, il s'est passé énormément de choses et le DPE continue d'évoluer. C'est une suite logique.
pour lequel on va demander aux diagnostiqueurs d'apporter des précisions complémentaires sur des équipements de chauffage, la durée de vie restante, des estimations. Donc il y a des problèmes assurantiels par rapport à ces prises de décision. Tout ça, c'est à l'étude actuellement par les pouvoirs publics. Le DPE avance et il faut que les diagnostiqueurs puissent avancer également sur la montée en compétences, de manière à ce que cet outil soit vraiment de plus en plus fiable et qu'on ait une photographie globale du parc national avec des DPE fiables. Et pour la fiabilité, j'en ai parlé précédemment au data géolocalisation. Voilà. Alors, autre rumeur, l'explosion des contrôles et des sanctions. SOCNA, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est une fake news, Je dirais pas que c'est une fake news dans le sens où, moi je suis chez un certificateur, donc je dirais pas le nom pour éviter de faire de la pub, mais bon. Après, j'ai été contrôlé et je trouve ça très très bien, dans le sens où, pour moi c'est quelque chose de positif, parce que comme dans tout métier, il faut une réglementation, c'est un peu comme une police, quoi. Mais bon, dans le sens où nous remettre sur les rails afin qu'on puisse faire le travail comme il faut. Donc c'est pas une fake news, c'est une réalité et je trouve ça très très bien. Moi, je prends très très bien dans le sens où ça m'aide à avancer dans ce que je fais, dans mon métier. Et puis voilà. Et surtout, ça me remet sur les rails dans le sens où aussi. Je me dis dans ma tête, j'ai pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Et c'est très très bien. Donc c'est un moyen, on va dire, coercitif, donc si vous voulez, mais bon, pas très très méchant, mais qui est là pour réguler un peu les choses. Et c'est très bien. Voilà, on en avait beaucoup parlé, Fares, dans l'émission précédente, justement, avec le côté positif de ces contrôles et de ces sanctions. Mais du coup, effectivement, quand il y a des contrôles et des sanctions, on se dit, il va y en avoir de plus en plus. C'est pas forcément vrai, ça. En fait, c'est pas forcément vrai, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, un diagnostiqueur, aujourd'hui, il a une période, entre guillemets, on appelle une certification qui est valable sur 7 ans. Vous avez des contrôles qui est donné pendant ces 7 années. Je reprends l'exemple, je laisserai Farah intervenir juste après, parce que je pense qu'aussi elle a des choses à dire là-dessus. C'est vrai que c'est très simple aujourd'hui. Vous avez des contrôles qui sont sur 7 ans. Par exemple, vous disait tout à l'heure, on parlait un peu de données ADEME, de ce qu'on appelle les KPI, etc., de géolocalisation un petit peu, de distance entre DPE, nombre de DPE, autour de 1000 DPE par an maximum, etc. Aujourd'hui, vous avez déclenché ce qu'on appelle les alertes. Par contre, vous déclenchez une alerte aujourd'hui sur un KPI, c'est pas une sanction. Une alerte, c'est pas forcément un contrôle. Déjà, c'est une demande d'observation. Lorsqu'un certificateur fait une demande d'observation au diagnostiqueur, ça peut arriver qu'il y ait eu un oubli, ça peut arriver qu'il y ait eu quelque chose de pas méchant. Quand vous avez aujourd'hui une bêtise, une personne qui a 3 signalements sur 1000 DPE, c'est anecdotique. Par contre, une personne qui a 800 signalements sur 1000 DPE, il y a un problème. Voilà. Donc là, par contre, il y a 2 solutions. C'est soit il y a urgence en la matière et on déclenche un contrôle dans l'immédiateté, donc on appelle un contrôle sur ouvrage, pour vérifier que la personne ne fait pas n'importe quoi. Soit c'est des problèmes d'ordre documentaire, on fait ce qu'on appelle un contrôle documentaire. Donc d'une part, il coûtera aussi beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas nécessité de se déplacer sur site, etc. Et à contrario, tout dépend de l'organe certificateur, j'ai envie de dire. C'est dans le sens où, d'ailleurs c'est très bien, la DHUP nous a laissé un peu... des fois il y en a qui vont dire on est livré à nous-mêmes, machin. Moi je trouve que c'est bien parce que justement on arrive à adopter aussi des situations où justement on adapte un peu tout ça. On se dit, la personne, j'ai une bêtise, moi j'ai déjà eu le cas où il y a des personnes qui vont se faire contrôler, j'ai une bêtise, au mois de mai et qui ont un indicateur qui a sonné au mois de février. Donc quoi qu'il arrive, on prévoit ce contrôle au mois de mai. Donc si c'est pas très urgent, on fait une observation documentaire, on se dit, le jour où ça va arriver de vous contrôler au mois de mai, on vérifiera par contre les alertes qui ont été mises. Et du coup, on commue son contrôle et ça lui coûte, entre guillemets, 0 € de plus que ce que ça doit coûter. Maintenant, il y a des personnes qui sont un peu plus, ça reste dans la fake news, qui essayent justement d'émettre un débat qui n'en est pas un. Et quoi de mieux que les diagnostiqueurs pour en parler. Je vais laisser la parole à Farah qui pourra vous en dire quelque chose. Oui, Farah, et puis on va enchaîner aussi sur une autre rumeur qui concerne les risques dans le métier. Mais d'abord, peut-être ce que vous vouliez dire sur les contrôles et les sanctions. Je pense qu'il faut que les diagnostiqueurs se rapprochent de leur organisme de certification pour poser cette question. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai posé la question à mon organisme certifiant parce que c'est ce que j'ai dit au tout début. Ma crainte, c'était pas forcément les contrôles en soi, c'est le coût de ces contrôles. Oui. C'était plus une contrainte budgétaire parce que je me suis dit, c'est bon, je vais devoir... il suffit juste que je fasse une modification sur un DPE parce que maintenant, avant même qu'ils soient envoyés à l'ADEME, les TPE, tout est notifié dessus. Ce qui se passe, c'est que très souvent, comme on disait, le DPE a une valorisation.
d'accord, sur un bien. Le client, il veut peut-être pas passer par l'étape audit s'il effectue des travaux énergétiques. Ok. Et là où je reviens aussi ce que Denis disait tout à l'heure, c'est on a un devoir en tant que diagnostiqueur de conseil. On n'est pas là forcément pour vendre des DPE et des audits. D'accord ? Donc très souvent, moi, les agences immobilières ou les clients me disent, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma notation énergétique ? Donc, je leur dis, si vous isolez la toiture, premier point, voilà, en règle générale, ça va dépendre du bien, mais peut-être que vous passez en D. Donc moi, je vais déjà faire ce qu'on appelle un DPE projeté. Le DPE projeté, je ne peux pas deviner la note si je ne l'ai pas testé. D'accord ? Sauf que moi, je vais avoir un KPI là-dessus. Parce que ce qui va se passer, c'est que les datas vont être reprises et ils vont dire, voilà, tel diagnostiqueur a regardé pour passer du E à D. Et donc, du coup, je vais ding-ding, je vais sonner. Et moi, c'était vraiment ma crainte parce que le but, c'est d'informer le client, d'aider le client. C'est pas forcément de vendre des audits à tout va, parce que ça a un coût. Des fois, pour certains clients, le prix de l'isolation de leur toiture va coûter le prix d'un audit. Donc, c'est vraiment le fait de bien faire mon travail en restant dans les clous. Et c'était ma crainte. Et moi, je me suis rapprochée de mon OC. Et mon OC m'a expliqué que il n'y aura pas de refacturation. On va me demander des preuves. Donc là, c'est pas un problème. Le client a la facture de l'isolation qu'il a effectuée. Je suis repassée sur site. J'ai vérifié et j'ai renvoyé le DPE à l'ADEME. Donc, je vais être en ordre. Voilà. Non, tout va bien. Alors, autre rumeur, et on va essayer d'accélérer un petit peu parce que le temps passe très très vite, le métier devient trop risqué. Vous êtes d'accord avec ça, Farah, Denis Denis peut-être, dans un premier temps, puisque Farah vient de parler. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la baisse de nombre de nouveaux entrants dans les centres de formation. Ça m'inquiète. La baisse, vous pouvez répéter parce qu'on vous a un petit peu perdu. Du nombre d'entrants dans les centres de formation. D'accord. Pardon. De nouveaux entrants dans le métier. Ok. Nouveaux entrants dans le métier, voilà. Et c'est un métier qui connaît quand même un turnover important depuis sa création, depuis que des certifications existent. Et ça mérite une réflexion et trouver le pourquoi, de manière à ce que ce métier qui est formidable puisse faire rêver certaines personnes qui voudraient ou en reconversion ou en fin d'études partir dans ce métier pour pouvoir s'épanouir. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier où on approche le code de la santé publique, le code du travail. C'est un métier qui est très réglementé et qui a du sens. Donc, le manque de jeunes ou de personnes en reconversion qui se lancent dans ce métier, c'est un facteur inquiétant. Puisque si les entreprises n'ont plus de main-d'œuvre, entre guillemets, c'est source encore à manipulation et à truquer des données d'enregistrement à l'ADEME avec des personnes non certifiées qui font des DPE. Vous êtes d'accord avec ça, Farah ? Oui. Je pense que nos responsabilités augmentent plus vite que la sécurisation du métier. Donc, oui. Autre rumeur, la dernière que l'on va évoquer là aujourd'hui, c'est le durcissement massif des certifications, Fares. En fait, ça paraît, c'est faux. Aujourd'hui, tout le monde connaît un dispositif de certification. Ça a été maintenant établi depuis quelques temps. Hormis, on va dire, la partie numérisation des contrôles, aujourd'hui, les examens ont été mis à jour, notamment sur la partie DPE, ce qu'on appelle sécurisation, fiabilisation, donc banque de questions émises par le ministère, donc la DHUP, qui a aussi mis en place cette banque de questions pour uniformiser l'examen justement de certification à travers les 14 organismes de certification aujourd'hui. Et donc voilà, aujourd'hui ça suit son cours. Il y a eu quelques petits couacs au départ, on va dire sur certaines questions qui se discutaient. Maintenant, dans l'ensemble, tout va bien. Les thèmes ont été bien abordés. Donc aujourd'hui, c'est une pure rumeur, voire fake news en fonction de comment on peut la qualifier. Alors avec tout ça, quand même, on a l'impression, on ressent. On a l'impression qu'il y a une véritable pression chez les diagnostiqueurs. Est-ce que vous la ressentez, Sokna, cette pression, vous ? C'est-à-dire une pression par rapport à quoi ? Par rapport à tout ce qui est en jeu, la réglementation, les évolutions du métier, le fait que justement ce métier est encore un jeune métier, qu'il est en train de s'installer, que tout n'est pas encore acquis. Moi, personnellement, j'ai pas de pression là-dessus parce que je me dis que c'est un métier qui est évolutif. Et donc forcément, il faut monter en compétences. Et comme je le dis tout le temps, c'est un métier qui nécessite du terrain. C'est-à-dire que la formation, c'est très très bien,
Mais pour moi, il faut aller sur le terrain. Parce que moi, quand je suis sorti de ma formation, j'ai compris qu'il fallait faire des audits, qu'il fallait faire des DPE, parce que c'est un métier qu'il faut pratiquer, en fait. Donc, en termes de pression, non. Et en termes d'évolution, je pense que oui, parce que dans le sens où ça permet de faire beaucoup mieux dans ce métier. Et puis voilà, donc c'est encore embryonnaire, mais avec le temps, ça atteindra son apogée, comme on dit. Alors autour de tout ça, bien sûr, il y a un sujet qui est central, c'est la fiabilité du DPE. J'ai envie de vous demander, Fares, où sont les failles? Et puis on reviendra sur Denis aussi, par rapport à ce qu'il nous disait en début d'émission. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que, on va dire, aujourd'hui, les failles sont, j'appelle ça numériques. Parce que forcément, Denis disait tout à l'heure, on a des projets de loi, enfin des lois qui ont été votées maintenant, c'est plus projet. On a des textes qui ont été votés, qui ont paru, mais malheureusement toujours pas appliqués. C'est normal, ça demande du temps, ça va pas se faire en 3 jours. Il y a, comme je disais tout à l'heure, un terreau qui est très fertile dans le Diagimo, donc notamment autour du DPE. Donc il y a beaucoup de parties prenantes, il y a des bureaux d'études, des diagnostiqueurs, il y a des grands cabinets de contrôle, etc. Donc il y a plusieurs choses à mettre en place. Donc c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est une filière qui est jeune, on doit uniformiser là-dessus. Mais c'est vrai qu'après, par rapport à ça, les failles restent des failles numériques. Aujourd'hui, il faut sécuriser numériquement, je disais tout à l'heure, les fichiers XML, il faut sécuriser le certificat. Donc il y a déjà une première partie où aujourd'hui, vous retrouvez maintenant un QR code sur un certificat de diagnostiqueur, où le commun des mortels peut aller scanner ce certificat-là avec son QR code, retomber sur ce qu'on appelle l'annuaire des diagnostiqueurs immobiliers français et voir si la personne est toujours à jour de certification. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait un certificat sur un bout de papier qui était valable de 7 ans. L'annuaire diagnostiqueur, il était très méconnu du particulier ou même des fois de certains notaires ou d'agents immobiliers. Et en fait de compte, c'était pas possible de pouvoir vérifier ça numériquement. Pourquoi ? Parce que le diagnostiqueur a un certificat qui était valable sur 7 ans avec un bout de papier, le donnait, le client voyait que lui était valable 7 ans, donc pour lui, le diagnostiqueur est en activité. Sauf que ça se trouve, entre-temps, il y a eu des contrôles qui ont fait qu'il a mal fait son travail, il a été soit suspendu, soit retiré de l'annuaire, et il était hors certification. Donc, comme disait tout à l'heure Denis, travailler sans certification. Aujourd'hui, déjà, ce système-là a été bloqué. Maintenant, il y a encore d'autres évolutions à venir, notamment ce qu'on appelle la preuve de visite sur site, pour prouver justement qu'on s'est réellement déplacé. Et après, éventuellement, ce qu'on appelle le timer ou non, pour revenir à ce que disait Farad tout à l'heure, le timer, c'est pas forcément un indice de qualité absolu, parce qu'on peut très bien préparer ses visites, faire uniquement ses maîtrises et faire son DPE à la maison, au bureau, ce que vous voulez, ou le faire sur site pour gagner du temps. Mais, Sokna le disait tout à l'heure, moi j'ai toujours dit, faire un DPE en 15 minutes sur un studio parce qu'on s'est bien préparé, si on est le meilleur diagnostiqueur de France, ça se fait. Par contre, faire 100 DPE en 15 minutes, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, le timer, c'est aussi tout ce qui est outils logistiques et outils numériques. Il y a aussi un facteur humain derrière, une observation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a toujours de l'humain derrière. Il y a un centre certificateur qui va analyser tout ça. Il y a de l'humain. C'est pas une machine blanc ou noir. Vous êtes hors jeu et au revoir. Donc, c'est pour ça qu'en fin de compte, le centre certificateur va dire au diagnostiqueur, faites-moi vos observations. Le diagnostiqueur va faire une observation. Il va dire, attendez, monsieur, vous avez fait quand même 150 ou 200 DPE en moins de 20 minutes. Sur des biens de 60 mètres carrés et 80 mètres carrés, même en ayant 4 mains, on ne peut pas le faire. Donc maintenant, il faut justifier. Et donc, ça peut déclencher un premier avertissement, ça peut déclencher une suspension, parce que ce n'est pas forcément un retrait automatique. Ça peut être une suspension temporaire d'1 mois, 2 mois, 6 mois, peu importe la sanction que va mettre le centre de certification, et après, éventuellement, aller jusqu'au retrait dans des cas extrêmes. Mais encore une fois, c'est des cas extrêmes. La moyenne nationale, c'est sur 15 à 16 000 diagnostiqueurs, c'est 2,5% à peu près de fraude vérifiée numériquement. Par contre, comme disait Denis tout à l'heure, il y a beaucoup de fraude qui n'est pas vérifiée numériquement, parce que ce sont des gens qui ne sont pas certifiés, qui usurpent la certification de quelqu'un d'autre. Donc mathématiquement, ces gens-là ne peuvent pas les voir et on sait qu'elle est massive aujourd'hui. Et alors justement, est-ce que les bons pros sont pénalisés, Denis, par rapport à ce que vient de dire Fares et ce que vous nous avez dit aussi tout à l'heure ? Fares vient de résumer, effectivement, les bons pros sont pénalisés par cette concurrence déloyale de personnes, ce que j'appelle des fonctions support, qui sont dans une société et qui font qui font peut-être des visites, des diagnostics et qui sont signés par un tiers. Là, c'est la pression commerciale, c'est le marché qui veut ça, et c'est complètement anormal puisque ce sont ceux qui sont certifiés, inscrits à l'ADEME, qui subissent donc tous les KPI, qui subissent tous les contrôles. Voilà, c'est tout le monde est puni pour une minorité de gens peu scrupuleux. Voilà.
Alors, on va essayer de se projeter un petit peu, puisque nous arrivons presque à la fin de cette émission. Si on se projette dans les 12 prochains mois, avec tout ce qui arrive, les assises, etc., qu'est-ce qui va vraiment changer ? J'ai envie de vous demander à chacun de vous une réponse sur ce sujet. Qu'est-ce qui, selon vous, va vraiment changer sur le métier de diagnostiqueur ? Qui veut commencer ? Sogna. Je vous sens bien parti, là. Écoutez, merci, parce que... mais donc moi je pense qu'il y a plein de choses qui vont changer parce que là, vu qu'on va sur les assises, donc forcément il y aura tous les acteurs qui vont se réunir et qui vont donner leur avis par rapport au sujet. Mais moi personnellement, ce qui me concerne, avec ce que je vis sur le terrain, pour moi, il faut aller vraiment sur une modélisation des bâtiments. Donc ça permettrait de se rapprocher plus de la réalité et essayer et surtout sur le plan des formations, parce que la théorie elle est très importante, et forcément pour moi derrière elle est éclairée par la pratique, mais en théorie, c'est-à-dire dans les centres de formation qu'on puisse permettre parce que c'est un métier sérieux, qu'on puisse permettre aux diagnostiqueurs, on n'en doute pas, bien sûr, c'est un métier sérieux, bien sûr, évidemment, et aux auditeurs de pouvoir modéliser leurs bâtiments pour pouvoir se rapprocher le plus possible de la réalité. Et ça permet, quand les maîtrises se rapprochent plus de la réalité, ça permet d'avoir un DPE plus ou moins juste, on va dire. Donc voilà, donc j'espère que ça fera partie... D'avoir un carnet de santé du bâtiment, en fait, exactement, qui permette de savoir où on en est à chaque fois, qui permet d'éviter de... Voilà. Ouais, donc ça permet de se rapprocher de la réalité, et j'espère qu'il y aura d'autres évolutions. Et comme l'a dit tantôt à Fares, donc c'est un métier qui est en évolution, qui est en évolution, et donc voilà, on attend beaucoup de choses de la part de tous les acteurs. Farah, pour vous ? Il va y avoir des changements, clairement. Il y en a déjà eu, ne serait-ce que juste aux annonces. Je pense qu'il va y avoir un gros écrémage sur les diagnostiqueurs qu'il y a dans la profession. Il y en a beaucoup qui vont s'arrêter parce qu'il va y avoir pas mal de contrôles. Il y en a beaucoup, et je pense c'est la raison pour laquelle il faut vraiment communiquer sur les fake news, parce qu'il y en a déjà qui se sont arrêtés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la crainte des contrôles excessifs et des coûts, etc. Donc je pense qu'on va avoir sûrement cette année beaucoup moins de diagnostiqueurs sur site. Alors, il y a du positif pour ceux qui restent, parce qu'il va y avoir plus de marché. Après, il va y avoir du négatif, parce qu'on perd aussi des personnes compétentes parce qu'ils ont des craintes. Donc, oui, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements. À nous de s'adapter aux changements, tout simplement. Denis, vous qui êtes un homme de terrain aussi, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, ou est-ce que vous avez envie aussi que des choses changent ? Écoutez, moi je suis pas devin. Je me souviens d'une chose quand vous avez posé votre question. L'audit énergétique, par exemple, qui est la continuité du DPE, devait être mis en place en 1er janvier 2022. Ça a été repoussé au 1er septembre 2022, pour finir être mis en place au 1er avril 2023. Donc 1 an et demi plus tard, voire même plus, de manière à ce que tout le monde puisse se former, s'organiser, etc. Moi, ce que j'attends des assises, donc du 21 mai avec le ministre, c'est qu'il trace une ligne de conduite, une forme sur une légitimité de ce métier, un cadrage précis, avec un calendrier, de manière à ce que l'ensemble des segments qui forment ce marché, puisque comme l'a dit Faras, il y a plusieurs typologies d'actions pratiques sur ce marché, et bien que l'ensemble des acteurs, sur cette même ligne de conduite, puissent se mettre en ordre, de manière à ce qu'on puisse tous travailler dans le même sens. Voilà ce que j'attends. Fares, on va vous donner le mot de la fin. En fait, pour faire un peu la synthèse de tout ça, moi, techniquement, le métier, je le connais depuis une quinzaine d'années. Donc, il faut savoir que, justement, le diagnostiqueur, il a, au-delà du métier qui est en constante évolution, il a beaucoup de mérite. Parce qu'en fait, quand il s'adapte rapidement, on lui demande de faire des efforts de formation, des efforts de certification. Donc, au-delà que ce soit un métier noble et valorisant, c'est qu'en fait, le diagnostiqueur, il a un profil où il s'adapte très, très vite. Et il faut aussi
dire bravo à toutes les personnes qui se mettent en conformité par rapport à ça, parce que c'est un vrai travail, c'est un vrai investissement. Ce sont des gens qui sont passionnés, même s'il existe malheureusement, comme toujours, des personnes mal intentionnées, il y a une bonne majeure partie de la profession qui s'organise et qui a envie de s'organiser pour que les choses se passent bien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, une personne, même 10 personnes qui fraudent massivement, malheureusement, apportent beaucoup de fraude. C'est pour ça que justement la numérisation, c'est assez bon et c'est mauvais côté, mais s'il y a un suivi longitudinal, c'était pas mal. Denis tout à l'heure le disait, il y a un manque d'entrants dans la profession. C'est vrai que justement par rapport à ça, pourquoi ? Parce que, Farah le disait aussi tout à l'heure, il y a beaucoup de fake news autour du métier. Il y a des gens qui disent il y aura trop de contrôle, n'y allez pas. Je suis moi-même sur des forums diagnostiqueurs, des personnes qui gagnent très bien leur vie, je les connais, ils ont des belles sociétés qui tournent bien, ils disent aux gens moi je veux faire une formation, est-ce que ce serait super ce métier, je vois que ça se passe bien. Et les gens, non, n'y va surtout pas. Voilà. Et ça, c'est toujours pareil parce que malheureusement les gens ou les diagnostiqueurs aujourd'hui en activité ou les néo-diagnostiqueurs ne vont pas chercher l'information au bon endroit. Donc à partir du moment où aujourd'hui, il faut bien s'entourer, il ne faut pas écouter les fake news, il faut essayer de se renseigner un peu plus et justement de pouvoir partir sur, que ce soit pour le choix de sa formation, de sa certification, d'essayer de trouver les interlocuteurs qui ont le plus d'écoute et de pédagogie. Voilà. Aujourd'hui, c'est un métier qui change, et quand on se forme aussi, il faut avoir des formateurs compétents et des organismes certificateurs qui puissent vous expliquer toutes les mutations dans le métier, dans la certification ou dans la formation. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, revient aussi la responsabilité, c'est d'avoir le choix de tout ça. Maintenant, pour les assises, on espère qu'il y aura une ligne directrice qui sera claire et qu'on pourra justement, après nous, travailler de concert comme on l'a toujours fait. On était à l'origine de l'amendement avec le député Labaronne, on est aussi à l'origine de la loi Cazenave. Donc voilà, nous, en tant que fédération, on milite pour la fiabilisation et aussi la sécurisation du métier et justement porter haut en couleur le métier de diagnostiqueur immobilier. Voilà, et le député Labaronne, ce serait bien qu'on l'ait dans cette émission, les défis de la transition énergétique. On l'invite d'ailleurs, s'il nous écoute, ce serait un plaisir de vous recevoir, monsieur le député, pour évoquer justement tous ces sujets importants. On va retenir quand même que c'est un métier extrêmement positif qui permet aujourd'hui de savoir où l'on en est au niveau de son bien immobilier. C'est très important. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à un bien que j'avais acheté il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, je sais où on en est grâce au DPE et c'est très important. Donc, merci à vous tous pour ces échanges. Ce qu'on va retenir de cette table ronde, c'est qu'effectivement la filière elle est quand même sous pression, mais en structuration, que les professionnels, et vous en êtes des exemples, Farah, Sokna et Denis, et par téléphone, et vous également, Fares, les professionnels sont engagés. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Imo. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Je pense à mon ami Grégoire Daricot qui l'a produit, et puis à Jason et à Baptiste qui sont en train de la réaliser. À très bientôt, à très vite pour une nouvelle émission avec FedExpert, les défis de la transition énergétique. Merci à toutes. Merci à vous. Merci. Les défis de la transition énergétique, une émission proposée par FedExpert. À réécouter et télécharger sur le site et appli de radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.